La publicité, la communication, c'est ce qu'on voit à la télé. C'est souvent beaucoup de paillettes, beaucoup de promesses. Mais derrière ces strass, il y a des hommes, des femmes qui mettent tout en œuvre pour attirer leur cible, vous fidéliser. Avant d'arriver à ce métier-là, ils ont aussi, eux, été consommateurs, ils ont été touchés par certaines choses. Aujourd'hui, je propose qu'on plonge dans l'univers d'une marque historique et très ancienne, Etam, avec Romain Sabatier. Romain, bonjour. Hello. Tu es directeur e-commerce, marketplace et omnicanal chez Etam depuis un peu plus de 7 ans. Alors, ça fait 5 ans et demi que je travaille pour le groupe Etam. Et 2 ans que j'ai rejoint la marque Etam au sein du groupe. Romain, on va aborder aujourd'hui à quoi tu es confronté concrètement dans ton métier aujourd'hui. Mais je te propose qu'on fasse un petit retour en arrière. Feuille blanche présente l'annonceur. Romain, je t'ai demandé avant l'interview de réfléchir à une pub qui t'a marqué quand tu étais plus jeune. T'as pas beaucoup hésité et tu nous as tout de suite parlé de cette pub. Je te propose qu'on la visionne et qu'on en parle juste après. José, ¿jugamos? Sí, pares. 1, 2 y 3. Cissé, Kaká, Zidane, Beckham, Defoe, Can, Nesta, Beckenbauer. Beckenbauer. Veamos. Platini. Platini. Oye, Defoe. Soy el capitán. 4-4-2. Ten cuidado con Cissé, que es muy bueno y muy rápido, ¿vale? Vale. Lampard, Robert, venga, vamos. ¿Listos? Pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes, c'est une pub d'Adidas pour la Coupe du Monde 2006. Pourquoi elle t'a marqué, cette pub-là, Romain ? C'est parce qu'elle est juste géniale, je pense, et c'est la première Coupe du Monde qui m'a vraiment marqué, où j'avais vraiment tout regardé. J'étais encore assez jeune, et le fait qu'il y ait des joueurs français, qu'il y ait Zidane, bien sûr, qui était quand même la référence ultime. Et puis tu vois, rien que de la revoir, quand je vois le ballon, juste le ballon, je me rappelle que c'est un des premiers ballons que j'ai acheté. Exactement, ouais, avec lesquels il a on marqué jouait. Ouais, exactement. C'est juste, c'est la petite Madeleine de Proust. Alors que je suis pas forcément le plus grand fan de foot, mais je sais pas. J'allais te demander, ouais, c'est fan de foot avant tout ou c'est je suis lyonnais. C'était l'époque où en plus Lyon enchaînait les titres, etc. Donc voilà, c'était bon souvenir. Donc ça, c'est toi en tant que consommateur. Aujourd'hui, tu es passé un peu de l'autre côté chez Etam. Je te propose qu'on revienne aujourd'hui et qu'on fasse un petit arrêt sur image sur où tu en es aujourd'hui, quels sont tes défis, à quoi tu fais face et ce que tu mets en place pour les surmonter juste après ça. Arrêt sur image. Romain, chez Etam depuis un peu plus de 5 ans. Aujourd'hui, tu es sur la partie e-commerce. C'est quoi tes enjeux aujourd'hui en 2024, bientôt 2025, pour faire vivre la marque Etam qui est ancienne, qui a des manières, certaines manières de fonctionner qui peuvent parfois être un peu old school. Comment tu fais toi pour adapter la marque sur le e-commerce et comment tu fais vivre tout ça aujourd'hui? Alors, je sais pas si c'est old school, mais quand on se compare par exemple à des plus petites marques, il y a beaucoup de jeunes marques de lingerie qui se sont montées par exemple, où forcément quand tu démarres de zéro, tu as certaines difficultés mais aussi certaines facilités parce que tu pars entre guillemets avec les standards du marché actuel, avec je pense à plein de nouvelles plateformes comme Shopify, etc. qui sont hyper intéressantes pour des petites marques. Quand tu as un groupe qui a plus de 100 ans, forcément tu as un legacy qui est plus important. Donc pour reprendre ta question, les gros enjeux qu'on a, c'est continuer à repousser un peu les limites aussi bien du parcours cliente en ligne mais aussi en magasin, tout en ayant ce legacy qui parfois peut être contraignant et parfois peut être en même temps une force.
Donc il y a vraiment la partie projet, repousser les limites, tout ça en gérant le business au quotidien, qui est quand même la finalité de ce qu'on fait dans un contexte économique qui s'est tendu ces dernières années, notamment après le Covid, etc. La finalité de ce qu'on fait, c'est quand même le business et le chiffre à la fin de la journée. Ouais, c'est le chiffre à la fin. Et du coup, il faut vraiment savoir gérer cette balance entre les projets, le business, tout en ayant des gros enjeux d'image et de marketing, sachant que, comme tu l'as très bien dit, on est une marque historique qui est connue de tous, et en même temps, on ne peut pas se permettre de se reposer sur ses lauriers, parce qu'il y a une concurrence qui est européenne, française et hors Europe qui est hyper forte, avec des marques qui ont complètement révolutionné la lingerie. Je pense notamment à des Skims, à des marques comme ça, où c'est juste impossible de se reposer sur ses lauriers. C'est un peu les grandes questions qu'on se pose et les gros challenges qu'on a. Il y a un enjeu de cranter un peu au-dessus et d'aller vraiment investir le digital. Etam, ça a pendant longtemps été une stratégie de communication un peu offline avec de la télé, de l'affichage, etc. C'est quoi les choses que vous avez mis en place là, dans les derniers mois et que vous comptez mettre en place pour justement aller chercher ce petit supplément que peut apporter le digital pour une marque comme Etam? Alors déjà, on est quand même, je pense qu'il faut le rappeler, le premier site e-commerce d'Etam, ça a été lancé en 2001. Enfin, on a vraiment fait partie des premiers à prendre le tournant du e-commerce et de la vente en ligne. Maintenant, on développe également une grosse activité marketplace. On travaille notamment beaucoup avec des Zalando, etc. Donc, c'est un deuxième levier sur lesquels on a une croissance qui est hyper importante, et c'est un modèle que moi je trouve particulièrement intéressant, notamment en termes de marketing, parce que Zalando est hyper puissant sur des pays où on l'est pas forcément historiquement, donc c'est un super pont. Je pense à des pays comme l'Allemagne, je pense à des pays comme ils sont très bons en Pologne. En Pologne, c'est un de nos pays où on a un réseau retail et un site en propre qui est déjà très performant, mais ça vient compléter en fait tout le setup qu'on a dans le pays. Ça apporte vraiment un complément qui est hyper intéressant. Et après, on a un gros sujet effectivement de communication digitale. On est en train de revoir toute la stratégie sur le sujet. Je pense que c'est le cas de beaucoup de marques où quand le contexte économique se tend, tu as tendance à investir quasi exclusivement sur ce qui rapporte le plus possible, donc sur du bas de funnel. On a un vrai enjeu de réinvestir en notoriété, en branding, etc. Et notamment sur des pays où on a des forts enjeux de conquête. Je pense une fois de plus à la Pologne, par exemple, qui est un marché super intéressant pour ça, mais aussi à nos marchés historiques que sont la France, la Belgique, l'Espagne, la Suisse, où cette stratégie full funnel c'est vraiment un des challenges de 2025. Est-ce qu'il y a un fait, une campagne, un projet que tu as mené là sur l'année qui a vraiment bien fonctionné, et est-ce que tu sais aujourd'hui expliquer pourquoi, quelle a été la plus-value de ce projet-là par rapport à d'autres, et expliquer un peu pourquoi pour les gens qui s'intéressent à ce métier-là ou qui le font, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte aujourd'hui dans la stratégie e-commerce et marketing digital pour essayer de cranter justement ce qu'on disait. En fait, moi, avant de reprendre la direction digitale d'Etam, je travaillais déjà pour le groupe, et je travaillais sur tout le parcours omnicanal. Et ça pour toutes les marques du groupe. Et du coup, quand j'ai repris le digital au sein d'Etam, ça me paraissait évident qu'il fallait s'appuyer sur tout ce parcours omnicanal pour plein de raisons, pour la fluidité de l'expérience, parce que on a un tel parc magasin qui fait qu'en tant que cliente, tu as très souvent un magasin proche de chez toi, donc que ce soit en termes de livraison, de service, de plein de choses, c'était hyper important de capitaliser là-dessus. Le deuxième gros sujet qu'on a eu notamment durant le Covid et après le Covid, c'était tout ce qu'on appelle le ship from store. Donc c'est comment en fait comment toute l'offre magasin est mise en ligne. Et du coup comment tes magasins deviennent préparateurs de commandes. Donc ça a été un énorme game changer, notamment dans les pays en fait où ça te permet de réduire tes délais de livraison, ça te permet d'augmenter ton offre. Et ça en termes de changement vraiment de fond, ça a été un des gros projets. Et après sur le digital, c'est un peu le thème du salon sur lequel on est. Oui, il y avait un retour au basique en ce moment là. Voilà, il y avait vraiment le sujet du retour au basique, et le gros travail qu'on a fait notamment en 2024 entre 2023 et 2024, c'était comment on retravaille vraiment toute la stratégie d'achat spécifique pour le digital, en se disant il faut qu'on ait la bonne offre au bon endroit au bon moment pour notre cliente. C'est un peu la suite aussi du ship from store.
et notamment en développant des collections et des produits spécifiques pour le digital. Et c'est ça paraît tout bête, et c'est un très bon exemple du Back to Basics pour moi. Ouais, ce que j'allais dire, c'est que c'est quoi c'est quoi concrètement cette offre digitale que vous avez proposée Si tu veux, quand tu es un groupe qui est historiquement retail, où le digital représente à peu près 15% de notre chiffre d'affaires, souvent les stocks du digital et les achats du digital peuvent être un peu perdus dans la masse, on va dire. Ouais. Mais quand tu fais vraiment le travail de manière hyper précise, en regardant bien le comportement client, ce qu'elles achètent, quand, comment, pour être sûr d'avoir la bonne offre au bon moment. Voilà. C'est là où après, pour piloter ton offre et pour réaliser tes objectifs financiers, tu as un vrai avantage, et tu le pilotes bien plus finement qu'auparavant. Et en se concentrant là-dessus, déjà, sans parler de toute la partie projet vraiment pure digital, parcours client, etc., déjà tu remets des fondations qui sont propices à la croissance et au développement. Ouais, c'est ce que tu me disais quand on préparait l'interview, c'est qu'il faut jamais dire non à une cliente, quoi. C'est un peu et l'offre est un très bon exemple. C'est que peu importe où elle va, que ce soit dans un magasin à Paris, dans un autre pays, dans une autre ville, etc., qu'elle soit sur le site, en magasin, sur les marketplaces, ne jamais lui dire non, que ce soit en termes de service, d'offre, de voilà, tout ça. Je te propose qu'on refasse un petit flashback et on en parle juste après ce jingle. Top flop, l'idée c'est aussi qu'on lègue un peu à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent des petits tips et des petits conseils pour à éviter de reproduire quand on est dans ce business là. Toi, avant d'être Etam, tu me disais t'as lancé ta boîte, t'étais encore au lycée. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et nous raconter, parce qu'aujourd'hui la boîte n'existe plus, et nous livrer un petit conseil sur ce que tu as fait à l'époque et qui t'a un peu servi de leçon et que tu ne reproduiras plus jamais de la même manière? Effectivement, avant d'arriver chez Etam, j'ai eu donc une marque pendant 7 ans. On faisait du sportswear, outdoor, mais avec un positionnement plus mode, on va dire. Et à l'époque, on était vachement concentré sur une activité wholesale, parce qu'on considérait que pour être crédible en tant que petite marque, il fallait travailler avec tous les meilleurs distributeurs, que ce soit en France, en Europe. On travaillait beaucoup en Asie, au Japon notamment. Du coup, on était très concentré sur le wholesale, assez peu sur le digital. Et la suite des choses, c'est que du coup, d'une activité très wholesale, etc., je suis passé chez Etam, où j'ai eu toute l'activité omnicanal entre les mains, pour aller aujourd'hui vers du quasi pur digital. Voilà. Et quand je regarde tout le parcours, je me dis que si je devais remonter une marque, etc., j'aurais quand même tendance à beaucoup plus investir sur le digital que ce que j'ai pu le faire auparavant. Mais voilà, après, est-ce qu'à l'époque, il n'y avait pas aussi ce sujet de le digital n'est peut-être pas aussi important, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais on n'y met pas autant d'attention qu'aujourd'hui? Si, je pense que c'était déjà dans... Enfin, ça faisait partie des gros leviers de croissance pour toutes les marques. Et puis, il y avait l'enjeu surtout de... Quand tu as une petite marque qui se lance, tu as des enjeux de marge, tu as tellement de problématiques. Ça peut coûter un peu... Et forcément, quand tu limites tes canaux de vente en direct, forcément, tu limites ta marge. Et en termes de modèle économique, c'est très difficile de s'en passer. C'est pour ça que d'ailleurs, après, il y a eu toute la vague de toutes les marques qui se lançaient uniquement en D2C, parce que pour t'y retrouver en marge quand tu travailles avec des intermédiaires, c'est hyper compliqué. Donc on était assez naïfs à l'époque, et si je devais le refaire, je le referais pas du tout comme ça. Pas du tout de la même manière. Bon, voilà, petit conseil de Romain pour ceux qui nous écoutent. Romain, je vois que le temps file. Il nous reste 2 petites minutes. Donc je te propose qu'on passe à la dernière partie de cette interview. Je vous demande de vous arrêter. Voilà, il nous demande de nous arrêter, c'est la fin. Avant ça, j'ai une petite question pour toi. On parlait de l'importance pour Etam et pour ce que tu fais toi, voilà, d'aller fidéliser ton audience, de continuer de construire et de renforcer cette image de marque là, un peu premium vis-à-vis des clients, et en tout cas c'est ce que tu disais tout à l'heure, que on dit jamais non à une cliente. C'est quoi toi la phrase que tu as envie que la cliente de chez Etam, quand elle reçoit son produit, qu'est-ce que tu as envie qu'elle dise, qu'est-ce que tu as envie qu'elle ressente? Je pense qu'on peut parler
de parcours, on peut parler de plein de choses qui viennent compléter ton offre produit, mais la fin des fins, vraiment ce qui marque ta cliente, c'est si le produit est bon ou s'il l'est pas. Et pour moi, quand une cliente elle reçoit un colis chez elle ou qu'elle va dans un de nos magasins, il faut que le produit il ait ce petit supplément d'âme où elle se dit en fait pour un prix qui est hyper accessible, j'ai eu un très bon produit. En plus, nous, on est dans la lingerie, donc c'est un produit technique qui demande quand même une expertise et un savoir-faire qui est important. Et vraiment, si en ouvrant son colis, elle se dit putain, je suis trop contente parce que le produit est bon et qu'en plus il est beau et qu'en plus il me va bien, c'est à la fin des fins la clé de tout business de toute façon. Et on peut parler autant qu'on veut de digital. Si ça, ce basique-là n'est pas bon, tu peux rien faire ensuite. Romain, merci beaucoup d'avoir accepté notre proposition d'interview. Pour ceux qui nous écoutent, je vous propose de vous abonner à notre chaîne YouTube, de nous mettre des petites étoiles sur les plateformes d'écoute. L'annonceur, c'est un format où on donne la parole aux décideurs pour comprendre leurs enjeux et pour vous donner des petits tips pour ceux qui sont dans le métier ou qui ont envie d'y aller. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et puis Romain, j'espère qu'on pourra se retrouver rapidement pour un format un peu plus long parce que là, on a été obligé un peu de réduire. Mais je sens qu'il y a plein de choses encore à dire. Donc, hâte de te retrouver pour un épisode un peu plus long. Merci. Merci Romain. Feuille Blanche présente l'annonceur.